Alors, bienvenue pour ce troisième épisode de Jamais trop tard. Déjà troisième, hein, je suis trop contente. Aujourd'hui, on voit une œuvre pour laquelle vous avez voté. Je vous ai fait un vote avec 3 œuvres au choix. Et l'œuvre qui l'a emportée haut la main, c'est celle-ci. Pour parler de cette œuvre, on va être en vocal avec Asvold, qui est modérateur ici, compagnon dans ma vie, et qui est souvent en vocal avec nous quand on parle d'art. Voilà, c'est une thématique qu'on aime, qu'on aborde tous les deux avec beaucoup de passion. Donc on va se mettre en vocal avec lui. En attendant, n'hésitez pas à me dire si vous connaissez cette œuvre, si ça vous parle. Et également, vous voyez maintenant le nom de l'artiste qui est Yayoi Kusama, qui est une artiste japonaise. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez et si ça vous parle, juste, ou essayez de me dire à quoi ça vous fait penser, etc. Le temps qu'on se capte avec Asvold, n'hésitez pas à dire. Alors, où est-il? Il est là. Bonjour. Qu'on m'entend. Attends, moi je ne t'entends pas. Moi, je t'entends. Tu ne m'entends pas? Allô, Oui, tu m'entends? allô? Oui, je t'entends. C'est bon, je t'entends. Ok. J'espère que c'est pas trop fort, je pense pas, ça a l'air bien. Au pire, je rehausserai son petit son et tout. Reviva! Viva, est-ce que tu connais cet artiste? Non, c'est bien? Ok. Savoir que dans la journée, j'ai envoyé un message à Viva et je lui ai dit pas du tout, ok. J'ai envoyé un message à Viva et je lui ai dit est-ce que t'es là ce soir? Sans rien dire de plus. Elle m'a dit oui, oui, je serai là. Voilà. Tu ne connais pas cet artiste. Très bien, ça marche. En fait, c'est terrible parce que cette artiste, bon, elle est quand même très connue dans l'histoire de l'art. Moi, oui. C'est une personne très connue dans le milieu artistique, notamment l'art contemporain. Mais il faut savoir que cette personne, elle est née en 1929. Je vais peut-être calmer un peu Doom derrière, non? Dites-moi si la musique, elle est trop présente. Ça vous embête pas quand même? Elle est née dans les années, donc en 1929, donc elle a aujourd'hui 97 ans. Et je trouve ça hyper intéressant de remettre. Ça va? Ok. Je trouve ça hyper intéressant de remettre déjà le contexte lié à l'artiste et de prime abord déjà son âge en fait. Parce que, ma foi, alors peut-être que la photo pourrait nous laisser croire que peut-être que la photo au niveau de la colorimétrie et tout ça est déjà d'une certaine époque. Mais cette artiste, elle est déjà assez vieille. Oh, pourquoi tu dis oh, Viva? Viva, n'aurais-pas-tu déjà vu? C'est Yayoi Kusama, bah oui. Viva, n'aurais-tu pas déjà à Londres vu une de ses œuvres, qui est la Infinity Room, Mirror Infinity Room ou quelque chose comme ça? Yep. En fait, j'étais hyper surprise parce que oui, c'est Yayoi Kusama. En fait, Yayoi Kusama est connue pour une œuvre que je vais vous montrer après et que Viva a vue. Donc, elle va pouvoir nous parler de son ressenti, tiens. Elle va pouvoir nous donner, nous dire comment elle avait trouvé cette œuvre. Elle est connue pour une œuvre qui est très instagrammable, mais en réalité, elle a un art qui est beaucoup plus profond que ça et voilà. Que la personne aussi est. Parce que moi, quand tu m'en as reparlé, on en avait déjà parlé, j'avais Mhm. déjà vu, mais ça me disait plus rien. Et quand j'ai revu sa tête, je me suis dit, ah, mais oui, c'est bon, c'est elle. Donc Oui, peut-être que elle a les une. gens aussi connaissent. Oui, Parce qu'elle mais je vais a vous forcément montrer. un. Voilà. Elle a un style bien à elle. Mhm. Elle est très reconnaissable. Oui. Comment on commence alors? Est-ce Par le que... début. Comment? Par le début. Par le début? Bah, je pense que c'est pas mal de commencer par le début.
On va garder cette image. Alors, pour être tout à fait sincère, on va pas parler. On peut pas la louper? Non, on peut pas. Pour être tout à fait sincère, on va pas parler de cette œuvre-ci en particulier, celle que vous voyez à l'écran. On va parler de très reconnaissable et je ne l'ai pas reconnue. Non, je veux dire la personne en elle-même, l'artiste. Son apparence, son style, la Ouais. manière dont elle Vous s'habille, savez, pour très ceux qui reconnaissable. connaissent, et je ne vous shame pas si vous ne connaissez pas, mais pour ceux qui connaissent, il y a la réalisatrice qui est désormais, qui est décédée maintenant, mais qui se nommait Agnès Varda, qui avait, réalisatrice française, qui avait une coupe au bol. Elle avait les cheveux dans les tons un peu rouges avec un cercle. Vous savez, elle avait vraiment. C'était sa coupe de cheveux signature. Et ben, Yayoi Kusama, elle a aussi une coupe de cheveux signature et un style signature, vous voyez. Elle est reconnaissable. Quand on a vu sa tête une fois, après on se dit, j'ai déjà vu cette personne quelque part, je situe un peu. Voilà, c'était dans ce sens-là. Donc, on va pas parler de juste de cette œuvre en particulier. On va parler d'une période qui a duré, j'ai envie de dire, tout au long de sa carrière, qui commence dès 1963 et qui est la Dots Obsession, qui est en gros l'obsession pour les poids, comme vous pouvez le voir. Et du coup, si on part juste pour commencer de cette image, qu'est-ce qu'on peut en dire? Telle est ma question. Qu'est-ce qu'on voit comme couleur? Qu'est-ce qui se démarque dans cette œuvre? Qu'est-ce qui vous passe par la tête quand vous voyez toutes ces choses? Déjà, ça a l'air d'être une pièce entière. Ça a l'air d'être une pièce entière, ouais. Ce qui est assez cool. On se dit qu'on peut sans doute rentrer dedans et se balader, donc interagir avec Mhm. l'œuvre. Alors, c'est ce qui semble logique. Ouais. Euh, donc poids partout, couleur jaune-orangé. Mhm. Je me demande aussi un peu la structure de comment sont faits, parce que je pense qu'il y a des éléments un petit peu courgesques, et Ah oui, je ne dis pas ça au hasard, les formes de courges. oui. Je pense il y a des matières différentes. Il y en a qui ont l'air d'être en plastique posé au sol, là, donc peut-être qu'ils sont plus solides, et il y en a qui ont l'air d'être plus comme des ballons. On voit une armature à droite en transparence. Peut-être que je vais trop vers le côté technique, mais Non, non, non. sur la forme de droite, on voit tout de suite Oui. une armature, donc je pense qu'il y en a quelques-uns qui sont une espèce de toile sur armature et d'autres qui sont en plastique Oui, alors au sol. si on regarde en effet celui qui est au sol à gauche, c'est une forme qui est coupée comme si c'était coupé dans la longueur et elle a l'air d'être en dur. Et d'ailleurs, la forme qui est beaucoup plus loin, mais au milieu de l'image, idem, elle a l'air d'être en dur. Donc il faut savoir qu'à chaque fois, c'est écrit grosso merdo pour ces œuvres de ce genre, c'est écrit que ce sont des œuvres avec des techniques mixtes. Donc en C'est très gros, pratique. ouais, c'est très pratique, mais en gros, il y a tellement de matériaux qui sont utilisés que bah, finalement, il y a pas de il y a pas de ils peuvent pas mettre toute la liste, c'est pas Ah possible. bah non, Ça ça ferait ferait une une liste d'ingrédients de derrière deux paquets de gâteaux, quoi. exactement, ça serait trop, trop, too much. Mais en effet, alors qu'est-ce qu'on a dit? Donc on a dit, on est, plutôt dans un intérieur, donc dans une pièce, on le voit quand même, a encore, qui est encore définie parce qu'on a, si on regarde au plafond, on a des lignes, c'est accentué, ces lignes, elles sont accentuées, pardon, par l'éclairage. Donc les lignes, vous les avez sur les côtés. Et vous avez également au fond à droite, au fond de la pièce, plus vers la droite, on a l'impression de voir des portes et globalement sur le mur de droite, on voit des petits renfoncements. Donc on voit quand même globalement qu'on est dans une pièce, il y a quand même une histoire de profondeur. Heu et l'espace est occupé par des formes, et ces formes sont soit d'un matériau dur, certainement en plastique, je sais pas trop, quel matériau ça peut être plein de choses, soit des matériaux qui semblent plus, légers,
remplis d'air, comme s'ils étaient remplis d'air, et un peu comme des ballons. Qu'est-ce qu'on J'ai peut l'impression de dire voir d'autre? des valves d'ailleurs sur celui qui est à gauche au deuxième plan. Je vois deux Ah valves oui, orange, ouais, c'est j'ai vrai. l'impression. Euh, Moi, ce Mhm. qui me frappe aussi, c'est que les formes sont, je l'ai déjà un petit peu dit, mais elles sont très organiques. Ouais. J'y vois une forme un peu de fruits, de Mhm. légumes, de courges ou de cacahuètes. Donc Euh, j'ai un organique peu qui... triché parce que j'ai vu, voilà. Si oh, tu vois la fameuse photo de l'artiste la plus connue, tu vois clairement ce motif de la courge oui, derrière elle. je vais montrer après. On va rester vraiment sur Ouais. cette image et je vais montrer après. Organique, on entend par là, par le mot organique, de l'ordre un peu du vivant. Euh, euh, Moi, j'ai un peu ça me fait un peu penser aux lampes à lave. Ah oui, Vous voyez, on est un peu dans la lampe je à vois. lave et cette l'espèce de fluide qui s'étend et qui va. On a un peu l'impression que les structures à l'intérieur, elles vont se mettre à bouger et à se mouvoir dans Mm. l'espace et peut-être rebondir sur les murs pour revenir à d'autres endroits. Ouais. Et puis, ouais, puis avec les points et les formes organiques, il y a aussi un effet de déformation, un petit peu comme Mhm. ces illusions d'optique en noir et blanc là, Ouais, qui bougent quand tu les regardes. ouais, tout à fait. Bah, comme on disait, du coup, on est sur deux couleurs. Donc, on a le jaune et le noir. Donc, noir sur fond jaune. Et on a ces formes qui sont exactement de la même couleur que le mur, et le mur étant de la même couleur que le sol, et le sol de la même couleur que le plafond. On a cette unicité sur absolument tout. C'est un peu désarmant. Euh, et malgré qu'on ait des formes, donc moi j'ai vraiment l'impression que les formes, elles sortent du sol, parce qu'on a quand même des sphères qui sont coupées au sol, et après, celles qui se décrochent du sol sont entières. Je rote, je suis désolée. Ouais. Euh, et du coup, ça perturbe un peu l'œil. Et tu parles d'illusion d'optique, et c'est vrai qu'on est un peu dans l'ordre de l'illusion d'optique. Par moment, il y a quelque chose qui perturbe un peu. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Ils T'avais sont pas... irréguliers. Vas-y, vas-y. Ouais, irrégulier. Et Mais pas alors, complètement. Ça ouais, dépend. Attends. c'est pas complètement Ça irrégulier. dépend d'où. Et il y a trois tailles de points, Oui, visiblement. et c'est ce que j'allais dire. En fait, ça me frappe là tout de suite maintenant, mais si on regarde bien, les points sont toujours globalement du même diamètre. Enfin, je veux dire, il y a plusieurs familles de points. J'ai tapé dans le Ouais, micro, j'ai l'impression désolé. qu'il y en a trois. Ouais. Ouais, je pense qu'il y en a trois en effet. Il y a le grand, le moyen et le petit. Mm. Et à chaque fois, c'est le même diamètre. Tous les grands font le même diamètre, tous les moyens font le même diamètre et tous les petits font le même diamètre. Et c'est assez intéressant de. J'ai même pas remarqué ça avant de. Maintenant, je veux dire. Et même les spots lumineux au plafond semblent s'accorder avec le diamètre un peu moyen Mm. ou grand, je sais pas. Moyen, je pense. Comme si Oui, c'est c'était pensé. pas. Comment dire, le procédé est pas artisanal. Il y a Non, quelque chose de très industriel, de oui, très proche du design oui, dans ce côté-là. tout à fait. Si on parle un peu de l'artiste, du coup, pour essayer d'imbriquer les choses. Yayoi Kusama, elle est née en 1929, elle est née au Japon. Elle dit qu'elle commence à dessiner à partir enfin, en tout cas, vers l'âge de 10 ans, elle dessine déjà. Et elle dessine des motifs qui se répètent, beaucoup de fleurs. Très vite, elle a ce motif du poids qui lui vient. Elle a aussi, en fait, quand elle dit que quand sa période s'appelle Dot Obsession, c'est parce que, en fait, Yayoi Kusama, elle a des obsessions qui résultent d'une maladie psychique qu'elle a et qui lui procure des hallucinations. Voilà. Yayoi Kusama, depuis qu'elle est petite, elle a des hallucinations et en gros, elle explique que ces hallucinations, c'est beaucoup d'images qui lui viennent
et c'est frénétique et sa manière de travailler, du coup, elle aussi, elle est frénétique parce qu'il faut qu'elle exulte toutes ces images qu'elle voit. Elle doit les dessiner, elle doit les peindre, elle doit les faire, en faire, enfin, ça devient sa matière pour son travail. Hem, donc déjà, on a quelque chose, enfin, on met un petit peu, je trouve qu'on met la main sur quelque chose de très intéressant, c'est que on a vraiment l'artiste Yayoi Kusama qui nous dit: «Bah, voilà, ce que vous voyez là, cet univers un peu étrange». Elle est encore vivante, je crois. Oui, oui, elle est encore vivante. Elle a 97 ans. Heu, En fait, elle a, c'est un peu comme si elle nous disait: «Voilà, ce que je vous montre là, c'est ce que moi je vis, en fait». Donc ça nous paraît un peu étrange, mais en même temps, il y a quelque chose derrière qui, qui est, en fait, c'est à la fois perturbant et enfin, c'est très perturbant, en fait. Quand on sait, le background enfin, ce qu'elle vit, c'est très perturbant, je trouve. Et il y a un autre truc qui me frappe, c'est que j'ai lu rapidement sa biographie. Elle est fille d'une famille relativement aisée Oui. et ses parents tenaient une pépinière qui vendait donc des graines et je crois justement des courges et Ah! Ça, je savais pas. des fleurs et tout ça. Mmh Donc elle a passé beaucoup de temps à peindre des fleurs et pour moi, ça s'imbrique ce côté, mh. ses premières hallucinations quand elle était enfant, Ouais, son passé, l'activité de ses parents. Pour moi, ça forme un tout oui, qu'on donnait corps à ces hallucinations. ouais, C'est pour ça qu'on retrouve, peut-être que je surinterprète, mais c'est pour ça que les motifs de la courge, des fleurs, des pois reviennent autant, je oui. pense. Parce que ça s'est Alors, solidifié en son oui, alors là, enfance. on le voit pas en l'occurrence, mais en effet, je vais Non. vous montrer d'autres œuvres où on retrouve, elle a fait beaucoup de citrouilles, notamment, de courges et d'autant plus des citrouilles parce qu'elle appelle ça des pumpkins, avec toujours le motif pois et elle a fait aussi beaucoup de fleurs très colorées. Je vais vous montrer après. Hem, alors Et elle a fait sa vas-y. première hallucination s'est manifestée par un. Et c'est ce qu'elle essaye d'exprimer et ce qui est particulièrement clair dans cette œuvre-là. Sa toute première hallucination à 10 ans, c'était la nappe de la salle à manger pendant le repas, donc Ah! qui était une nappe à fleurs, qui s'est en quelque sorte propagée partout, Mmh. sur les murs, sur les gens, et du coup elle voyait ben, littéralement ce qu'elle a reproduit mais avec des pois, partout. Elle voyait comme un bug de texture dans un jeu, comme si le motif de la nappe était appliqué sur tous les éléments de la pièce, y compris les personnes, y compris les murs, etc. etc. Moi, j'avais lu aussi que, quand elle était enfant, elle avait qu'est-ce qu'elle avait regardé? Elle avait regardé de manière très intense quelque chose avec des pois et en fait, ça s'est gravé dans sa rétine. Vous savez, quand vous regardez la lumière, c'est con, hein, mais qu'après vous, tournez, vous allez avoir de graver un peu dans votre rétine pendant quelques secondes la marque de la lumière et ça va suivre votre regard. Et qu'en fait, elle avait aussi ce truc et ça l'avait marquée aussi. Parce qu'elle avait du coup ce motif qui se reportait partout où elle regardait. Sorte de persistance rétinienne. Ouais, oui, oui, toujours. Et les trucs qui existent là, vous pouvez les trouver facilement, avec des portraits notamment, des portraits en noir et blanc à fixer. Vous les Mmh. fixez une trentaine de secondes, vous portez votre regard ailleurs, et vous voyez effectivement, comme décrit, ce portrait s'imprimer au centre de votre vision. Oui, c'est vrai. Bah, de toute façon, enfin, je veux dire, qui n'a pas, fait ce test? Oui. Enfin, je veux dire, au-delà de ça, même avec la lumière, enfin, on voit tout de suite, de quoi on parle, quoi. Hem, alors elle a fait une école d'art, au Japon. En fait, elle voulait devenir artiste, elle voulait, continuer, le dessin, la peinture et tout ça. Ça, c'était quelque chose qu'elle voulait faire depuis, l'enfance. Hem, elle est rentrée à l'université en 1948. C'était l'université municipale d'art et des métiers de Kyoto, mais elle était extrêmement frustrée par, le côté ultra traditionnel japonais. Elle a pas forcément c'est pas forcément une voix, qui était très acceptée non plus par sa famille.
il y a eu une espèce de contradiction entre ce que elle voulait faire et ce qu'on lui enseignait et ce qu'on attendait d'elle. Et donc pour cette raison, elle est partie aux États-Unis. Et elle a rencontré beaucoup d'artistes américains. C'était l'époque d'avant-garde. Donc en gros, c'était l'époque où il y avait tout un chamboulement, on va dire, dans l'art avec, par exemple, en France, on avait Duchamp avec son urinoir, etc. Donc, elle est rentrée en contact avec des artistes et comme ça, petit à petit, elle a eu son visa, elle s'est installée, etc. Donc elle a commencé par faire beaucoup de peintures et ces peintures sont toujours dans ce même style. On y retrouve beaucoup de choses très colorées, des pois, on y retrouve beaucoup de motifs à fleurs, on y retrouve, beaucoup de formes comme ça et pour le coup très phalliques parce qu'elle a fait, beaucoup d'obsessions. Elle a aussi fait beaucoup d'obsessions sur tout ce qui est phallus. Ça, il faut le voilà. Elle a eu toute sa période et C'est pas... et ça s vas-y. Est-ce que je peux rebondir là-dessus, Oui, justement? Je vas-y. sais pas si tu as prévu d'en parler, parce que c'est intéressant. Est-ce que pour elle, tout ça, c'est assez lié. Parce qu'effectivement, difficulté avec l'école d'art qui était à l'époque très traditionnaliste, très axée peinture, et le milieu familial qui était très toxique. Mmh. Et pour elle, la représentation phallique du pénis, elle est aussi là-dedans, elle rentre aussi là-dedans, parce qu'elle a une aversion pour le couple et pour les hommes, Mmh. parce que contrôle familial, parce que veut pas qu'on puisse lui dire quoi faire, exercer un contrôle par le couple. Et donc Mmh. pour elle, c'est tous ces trucs-là, ces notions de liberté et de, voilà, de refus du couple, du refus de la vie familiale, ils rentrent dans le même continuum, on va dire. Oui, Donc, tout est tout à lié. fait. Attendez, je montre ça. Hop, on va regarder quelques œuvres. On va regarder quelques œuvres de cette, Dot's obsession, et on va essayer d'en parler un peu. Alors, on a vraiment des choses démesurées, qui s'inscrit, dans ce qu'on a pu voir déjà tout à l'heure. J'avais même pas remarqué que les fenêtres avaient été teintées pour donner une atmosphère un peu jaune. Hmm. C'est marrant. On sait comment elle a pu faire une école d'art avec sa famille stricte. Est-ce qu'elle a dû s'émanciper et financer ses études toute seule? Alors ça, je sais pas. Ça, je sais pas. J'avoue que je sais pas. Heu, mais comme elle était frustrée par l'école d'art, parce que c'était une école d'art qui était, très, peut-être académique, enfin très, vraiment dans ce qu'on attendait d'elle par rapport à sa culture japonaise et cetera. Elle était très frustrée, très traditionnelle, merci. Très frustrée. Peut-être que, c'était peut-être un moyen aussi de la recadrer? Je sais pas. Mais on pourrait penser ça et après elle est partie aux États-Unis. Mais, elle est revenue vivre, au Japon, parce que finalement elle va quand même se marier, elle a quand même eu un mari, et elle va revenir au Japon après, le décès de son mari et ça va être un peu conflictuel avec sa famille au début parce qu'il va y avoir un peu de rancœur. Aujourd'hui encore, elle habite au Japon. Elle habite en hôpital, pour sa santé mentale, et en gros, ils lui ont fait tout un dispositif où elle est, en hôpital, elle est soignée et elle a une équipe autour d'elle qui lui permettent de sortir, de traverser la rue, d'aller dans son atelier et en gros, elle travaille dans son atelier, sur ses œuvres d'art je sais plus c'est quoi, mais genre de 9 heures du matin à 14 heures de l'après-midi et après, le reste de la journée, elle revient à l'hôpital pour, se reposer et cetera. Donc elle a trouvé un équilibre comme ça, qui a l'air assez sain par rapport à sa santé et à son travail. Parce elle a l'air d'avoir beaucoup, en fait, ses obsessions ont l'air de l'avoir beaucoup, travaillé au point de la ronger. Donc ça il y a des périodes où on sent que c'était pas non plus, très jojo, quoi, globalement. Donc elle a fait ça dans les années
plus ancienne, avec ces fameux phallus. En fait, il y a quelque chose qui est très récurrent au niveau de son travail, c'est les poids, les formes un peu phalliques, un peu... c'est même pas vraiment phallique, je trouve, hein. Tout peut être phallique à ce niveau-là. Vous avez les fleurs, et dans ces installations, vous retrouvez à chaque fois des miroirs et des luminaires. Donc en gros, elle est Pourquoi toujours... du miroir? Pardon. De quoi? Est-ce que tu as une idée du pourquoi du miroir? Je me suis pas Elle est posé la toujours dans question. la volonté de complètement casser les repères. Et le miroir, il n'y a rien de mieux pour déconstruire complètement une pièce. Ça vous donne une impression d'infini. On va regarder. Euh, hop. Alors attendez, on a ce genre d'œuvre. Des fois, c'est vraiment... Alors à chaque fois, je me rends compte quand même que le rond est vraiment très calibré. Il n'y a pas de... C'est toujours le même rond. Ou les mêmes ronds. Vous avez les espèces de tentacules, toujours avec des ronds très bien rangés. Des luminaires à l'intérieur pour donner des espèces de couleurs diffuses, un peu étranges. Et vous voyez, les miroirs, ça aide complètement à casser le... En fait, ça aide à perdre l'œil du spectateur et à perdre complètement le spectateur. C'est difficile de se repérer et d'avoir... Ça peut être très oppressant. Je ne sais pas si vous avez déjà été dans des installations, des œuvres de l'ordre de l'installation qui englobent une pièce, etc. Des fois, vous pouvez, on dirait pas comme ça, mais des fois, vous avez vraiment des choses qui sont de l'ordre de l'acoustique ou du visuel qui peuvent être vraiment très, très, très perturbants pour les sens. C'est beau, oui, c'est très beau, hein. C'est vraiment très, très beau. Et il y a une chose aussi qui revient, que j'ai lu, enfin que j'ai écouté plutôt dans une interview d'elle, c'est il y a un peu de quelque chose de l'ordre de on est à la fois dans son univers qu'elle nous présente, elle nous englobe dans son univers, on fait corps avec son univers et en même temps on est complètement intrus dans son univers. Qui fait, je trouve, vachement écho avec elle, ce qu'elle vit au quotidien, avec les hallucinations, etc. Et donc en gros, on a aussi quelque chose, je ne sais pas si vous, ça vous fait penser à ça, mais quelque chose d'un peu enfantin. On a quand même des formes un peu faciles, un peu barbe à papa, et des poids, des couleurs vives, des lumières qui accentuent la couleur vive, etc. Et ça Les vient... poids et les couleurs vives, pardon, je te coupe. Vas-y. C'est vrai que c'est quelque chose qui évoque quand même beaucoup l'enfance et les habits Oui, d'enfant aussi. oui, 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 tout à fait. Et en fait, ça vient complètement en confrontation avec les hallucinations psychiques et tout ça. Donc, on est vraiment dans une espèce de légèreté qui se confronte à une lourdeur. Bon, quand on visite, on n'est pas forcément au courant, mais quand on se renseigne un petit peu, quand on lit les cartels des œuvres, quand on lit un peu les informations que les musées nous donnent, en fait, on découvre que ce qu'on voit, c'est beaucoup plus, comment dire? C'est pas aussi simple que ça en a l'air. Ça me fait penser aussi à une maladie qui se propage, à la manière de la varicelle. Oui, c'est vrai. Ou des champignons ou des trucs comme ça. Après là, il y a le rouge qui me fait dire ça aussi. Mais oui, je vois ce que tu veux dire. Quelque chose d'envahissant en tout cas. Je regarde mes notes en même temps pour être sûre de ne rien oublier. Et il y a aussi du coup le fait que l'œuvre est d'une dimension énorme et nous, on n'est rien dans tout ça. Il y a toujours cette idée de vouloir remettre l'homme avec un grand H, j'entends pas le genre, mais vraiment l'humain,
un peu à sa place, qui est finalement assez moindre par rapport à ce qui l'entoure. On a ce genre de choses comme on a ce genre de réflexion qui est dite. Euh, Par rapport à, pardon, je regardais pour être sûr que je dise pas une bêtise et que c'est Vas-y, bien une vas-y. citation d'elle, parce que on parlait de sentiment d'être petit, d'être perdu dans un univers, Mmh. et c'est beaucoup ce qu'elle veut transmettre. Elle parle Oui, d'oblitération de oui. soi. Et voilà, je me souvenais bien de cette citation. Elle a dit, nous sommes plus que de misérables insectes dans un univers incroyablement vaste. Oui. Il y a toujours cette tension entre la peur de, comme elle dit, de l'oblitération, Mmh. d'être elle a dit, je suis un poids parmi d'autres poids Oui, aussi, ça c'est beau, de ouais. disparaître parmi l'univers et l'infini, Mmh. et en même temps de dire, bah non, mais on est tous un peu plus qu'un poids. Donc pour moi, Mmh. il y a vraiment cette double, et ça, c'était bien traduit dans ce que tu disais, on a l'impression d'être dedans, mais en même temps, on est un intrus. Ouais, Et pour moi, c'est vraiment au cœur de ce qu'elle fait, oui. à la fois d'être l'étranger et quand même d'être un poids parmi les poids. Mais je pense que ça fait vachement écho avec, son rapport à sa maladie. Je suppose, je suppute. Et je pense quand même que ça fait écho avec le regard qu'elle peut avoir entre elle et ce qu'elle voit, qui n'appartient qu'à elle d'une certaine manière. Qu'elle essaye de nous retransmettre derrière, enfin, l'espèce de cercle, je sais pas, à creuser. Là, pour une fois, on a d'autres couleurs. Ça m'a frappé de voir, d'autres couleurs dans son travail. Les miroirs toujours. En plus, à l'époque, à cette époque-là, quand, elle travaillait, donc dans les années 60, quand on avait, de la performance ou, des artistes qui, intégraient, qui comment dire? Qui travaillaient l'espace, le miroir revenait beaucoup. Le miroir Elle est revenait beaucoup. perturbante, là, cette Ouais, image. hein? Parce que avec le miroir, on voit l'autre côté de la pièce. Donc Mmh. c'est comme s'il y avait rien au centre de la pièce, mais en Mmh. même temps on le voit et en même temps physiquement du coup il est là. Ouais. C'est particulier, c'est comme s'il y avait une non-installation au centre et en même temps elle est là physiquement. Oui. C'est vraiment étrange. Moi, je pense que ça va être différent avec des gens qui se baladent, mais On est toujours ouais, dans c'est étrange. être là et être intrus en même temps, être englobé, dans le tout, mais être aussi un intrus. Mm, Parce qu'en plus, vous imaginez qu'on a notre propre reflet ouais. quand on se promène dedans. Et généralement, ce genre d'œuvres, quand vous y allez, ce sont des œuvres où il y a toujours des files d'attente parce que vous pouvez pas rentrer à plus d'un certain nombre pour des questions de sécurité et tout ça. Et du coup, ça fait que, que ça fait que merde, le vécu, j'ai été happée par le commentaire de Kana et du coup, ça m'a perdu. Je me suis perdue toute seule. On n'a plus le même rapport à l'espace parce qu'on n'est pas englouti par trop de visiteurs et tout. On n'est que quelques personnes, ça devient beaucoup plus intime. Comment techniquement on peut faire une photo sans voir la personne qui prend la photo dans le miroir d'ailleurs? Alors, La photo est bien prise parce qu'il est au niveau de l'angle, donc je pense que le oui, reflet est pas je pense possible qu'il là. est. Non, c'est pas possible. Je pense qu'il est au niveau de l'angle. Et en fait, si tu regardes bien, question d'angle, oui, oui, tout à fait. Et même si on regarde bien le reflet, je sais pas trop comment c'est fichu, mais quand on regarde sur les miroirs du bas à droite, on a un espèce angle mort. Oui, il y a un angle mort. Ouais, ouais, ouais. Et je pense qu'il y a un angle mort qui permet justement au spectateur de voir ce qu'on voit. Je Ouais, je pense que pense que si tu c'est. tiens au niveau des coins à chaque fois, Oui, je pense que tu. En fait, je pense qu'il y a tu vois pas une. loin. Justement, elle joue sur le fait que tu apparaisses et que tu disparaisses. Mm. Que tu as des points de vue stratégiques dans l'œuvre. C'est pas improbable, bien au contraire.
Mais en plus, je sais pas, on voit une espèce de démarcation dans le haut et dans le bas. Je sais pas si c'est le mur qui est juste très bizarre, le reflet du mur qui est très bizarre, ou si c'est des reflets qui... Enfin, je sais pas. C'est un peu Je perturbant. sais pas. On a des choses très colorées. Avec le diamètre des poids, hein. J'y reviens, mais moi, ça dingue. Mhm. Et on a les fameux miroirs. Viva! Ah oui, et on a Yayoi Kusama. Je vous ai mis une photo d'elle dans son œuvre, habillée comme son œuvre. Viva! Alors là, on a les Pupkins en bas. Est-ce que j'ai une photo de l'œuvre que toi, tu as vue? Encore l'artiste beaucoup plus jeune quand elle était dans son œuvre. On va revenir sur des... Ça, je vous la passe, on va revenir après. Là, on a à nouveau... Je la trouve dingue, cette photo. Donc, en gros, elle a des miroirs. Et là, les poids, ils sont faits par le biais de petites ampoules. Donc là, on est toujours dans le poids lumineux, mais on n'est plus dans la même technique. On n'est plus dans un cercle peint ou collé, peu importe, sérigraphié, j'en sais rien. Là, on est vraiment dans la lumière. On dirait les Viva! fonds marins, là. Oui, on dirait les fonds marins, c'est assez drôle. Là, la notion d'infini, elle marche bien, là. Ah oui, oui. Ah bah, il y a C'est des assez œuvres. génial. Quand je disais que c'est très Instagrammable, c'est que vous avez des œuvres qui sont vraiment. Quand il y a eu des grosses installations dans des villes comme Paris ou Londres, les gens se sont déplacés pour avoir leurs photos dans l'œuvre et pas forcément pour aller voir l'œuvre. Mais ça, c'est souvent comme ça. Je crois que c'est celle-ci que tu as vue, Viva. Quelque chose de ce genre-là. La Infinity Room, oui. C'était quoi ton ressenti? Si tu veux bien nous le donner. Moi, je n'ai jamais parcouru. Tu vois, je m'en souviens. Tu m'as montré ça une fois, ça fait déjà quelques années, je m'en souviens. Euh, je n'ai jamais vécu une œuvre de Yayoi Kusama. Je n'ai jamais vu son œuvre. Je n'ai jamais vu d'installation d'elle. Et pourtant, à Paris, il y en a eu récemment parce qu'elle a fait une campagne avec Louis Vuitton où elle a fait des sacs à main. Ah oui, il y a plein de monde qui se prend en photo avec ça en fond. Mais j'avoue, ça fait une profil pic super cool. Ah bah oui, ça c'est clair. Mais c'est un peu le revers de la médaille quand on fait des trucs incroyables visuellement. C'est qu'à un moment donné, on y va pour se prendre en photo dedans, quoi. Mais je comprends l'attrait, hein, je comprends totalement. Je comprends totalement. Donc là, vous avez des ampoules et vous avez des miroirs et des miroirs, ce qui vous donne une impression d'infini et ça explose les repères, vous avez plus de repères. Ça me fait penser aux... Vous savez, ces attractions de miroirs, là, je sais plus comment ça s'appelle. Les maisons où vous avez que des miroirs partout et vous êtes complètement perdu, il faut que vous retrouviez votre chemin. Et des fois, vous prenez un miroir, des fois, non. Oui, je savais pas si tu allais en parler. Je me suis intéressée tard à cet artiste suite à son travail avec Louis Vuitton. Mais j'ai pas mis d'image. J'ai pas mis d'image parce que j'ai pas envie qu'on se rattache à ah oui, art contemporain qui fonctionne bien et on ramène ça au fric que ça engendre avec des marques de luxe. Mais elle avait fait, de toute façon, il y avait quand même eu une installation hyper cool. Palais des Glaces, j'ai bien saigné du nez. Oui, c'est ça, c'est le Palais des Glaces. Oui, oui, oui. Et moi, ça me revenait pas. Oui, les labyrinthes de miroirs de base, je suis allée à l'Infinity Room Expo parce que j'aime bien tout ce qui est monde de miroirs. Ok. Et comment j'essaye de comment c'est j'essaye de poser une question intéressante. Attendez, je réfléchis. C'est moi qui vais saigner du nez. Euh,
quel était ton ressenti par rapport à l'environnement autour de toi? Est-ce que c'est un peu déstabilisant au niveau des repères et tout? Alors peut-être que toi, tu vas me dire: «Non, moi ça va, pas de souci». Et que d'autres vont dire: «Bah, oui, c'est un peu bizarre quand même». Sur le coup, on s'y habitue très vite, mais sur le coup, je peux comprendre que ça soit un peu déstabilisant. Est-ce que toi, tu eu un moment où tu te dis: «Alors attends, mais elle est où déjà la sortie?» ou pas du tout? Est-ce que c'était que en face de toi ou est-ce que c'était tout autour de toi aussi? Un peu déstabilisant, mais perso, ça allait. OK. J'aurais pu mettre, Asvold, j'aurais pu mettre, Anne, Véronica Janssen comme artiste, C'est vrai. ayant fait ce genre de choses. Tout autour de moi, c'était comme un cube. OK, c'est intéressant. J'aimerais beaucoup voir, une de ses œuvres. Ça doit être quand même assez cool à voir. Là, on a vraiment l'impression d'être dans une espèce de galaxie. En plus, le sol, il est à moitié laqué. Donc, vous avez le sol qui fait lui-même un effet un peu miroir, qui est très très cool. Je reviens dessus après. Je vous mets celle-ci aussi, qui est dans le même principe. Et justement, ce qui m'a le plus frappé, c'est que le cube en lui-même était assez petit. Mais une fois à l'intérieur, tu as donc une impression d'infini et tu ne sais plus où est la sortie. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Bah oui, la pièce en réalité, elle est minuscule. Je sais pas combien de mètres carrés elle fait, mais en fait, elle est pas très grande. Et si on regarde un petit peu le sol, on peut peut-être imaginer la pièce, parce que si on regarde, à chaque fois, on a les arêtes du sol qui se répètent. Donc vous pouvez imaginer que la pièce, elle est pas, beaucoup plus grande que ça, quoi. Généralement, ce sont des pièces où on va, vous comme je disais tout à l'heure, vous avez une file d'attente pour y aller, pour aller faire votre photo. Et vous pouvez pas être à plus d'un certain nombre pour être dans la pièce. J'ai la photo. Comment? Pour pas gâcher la photo. Pour pas gâcher la photo. Bah oui, évidemment. Je vous mets plein de photos, d'œuvres un peu dans le désordre, mais ça vous donne vraiment, une question de parce que tout à l'heure, cette œuvre, on l'a vue d'en haut, on a vu les espèces de tentacules, vous vous souvenez? Et là, on a vraiment la photo, de l'intérieur. Les couleurs des lumières changeaient assez régulièrement, donc c'était vraiment sympa. Oui, j'ai vu, elle a des œuvres, en gros, elle a des œuvres où vous avez, donc des ampoules et vous avez, un espèce de changement de couleur, qui va, pulser comme un espèce de battement parfois, très rythmé et parfois plus lent et cetera, mais elle joue au niveau des couleurs aussi. Et il y a aussi des scènes multicolores. OK, alors ça doit être encore plus déstabilisant quand c'est multicolore, je pense. Ah, c'était la dernière. C'est vrai que là, on est sur un truc, plus violet. Oui, complètement. Et là, plus rouge. OK. Là, on est sur du jaune et on a les vous avez en bas, vous avez des formes et en fait, ce sont ces citrouilles qu'elle refait souvent. C'est marrant parce qu'elle a quand même un miroir au centre, à la taille d'une personne, on va dire une taille, moyenne d'une personne. Ce qui fait que vous pouvez voir votre visage qui se répète absolument partout. Donc encore une fois, on a vraiment la question de l'identité dans l'espace et de la place du spectateur dans cet univers. Et vous avez beau avoir un espèce de quadrillage qui se répète à l'infini, et ben malgré tout, vous avez donc en plus c'est très sombre dans le fond, donc vous savez pas vraiment ce qu'il y a au fond. Ça peut être très perturbant à voir quand même.
Alors toujours dans la Dots Obsession, il y a une œuvre qui est un projet, collaboratif que j'ai trouvé, l'image est un peu petite, mais les autres sont plus grandes, que j'ai trouvé absolument incroyable. Ça, ce sont des œuvres, un type d'œuvre, qui se fait beaucoup en art contemporain. Ce sont les œuvres qui vont évoluer dans le temps. Ce sont des œuvres éphémères qui vont ne durer que le temps d'une exposition et qui durent du coup, qui évoluent tout le long de l'exposition. Donc là, il faut imaginer que quand l'exposition s'est lancée, la pièce était totalement blanche, mais d'un blanc, parfait, pas une seule tache de couleur. Tout est blanc, et c'est le même blanc partout, sur les meubles, sur tout, absolument tout, tout est blanc. Premier jour d'exposition, chaque visiteur entre dans la pièce avec une feuille de gommettes et sont libres de coller les gommettes où ils veulent. Donc en gros, au premier jour de l'exposition, vous y allez, l'endroit est blanc. Vous avez limite pas de repère dans le sens où bah, tout est monochrome, donc c'est un peu bizarre. Et après, vous allez venir peut-être une semaine après le début de l'expo et vous allez avoir ça. Vous allez avoir des taches de couleur qui commencent à apparaître à des endroits un peu bizarres. Et puis après, vous allez revenir quelques semaines plus tard et vous allez avoir ça. Parce que beaucoup de gens sont passés et donc bah, forcément, les gens ont collé un peu partout où ils pouvaient. Donc il y a des endroits où c'est un peu plus collé que d'autres. Par Comme exemple, des gens qui se motivent à coller au plafond, c'est il y a tout. des gens qui se motivent à coller au plafond. Donc il y a des gens qui soit ont déplacé le mobilier pour monter dessus, soit qui ont sauté pour essayer de toucher le plafond. On est quand même à ce niveau-là. On est quand même à ce niveau-là. Et quand vous revenez le dernier jour de l'exposition pour la fermeture, vous en êtes à ce niveau-là. Donc là, c'est quand même hyper intéressant parce que ça rentre, je trouve, dans cet esprit que la place que le spectateur ou l'humain, entre guillemets, occupe dans cet vaste univers. Vous voyez ce que je veux dire? On est toujours dans ce qu'on disait tout à l'heure, malgré... on voit que, bon, le fil rouge, on a la répétition du motif qui est le poids, on a les couleurs assez vives qui reviennent, on a le fait qu'elle est dans un espace et qu'elle floute complètement via son œuvre les repères. Là, on casse complètement. On a l'impression, si on regarde l'image comme ça, on a vraiment l'impression que le sol et le mur, ils s'aplatissent tellement la densité reste quasiment presque identique en fait. Et même si vous regardez la perspective du meuble qui est derrière la jeune femme, vous avez vraiment la perspective qui s'écrase, le globe qui est posé dessus, on le voit à peine en fait, il s'efface complètement avec le mur. Et ça, c'est toujours le fil rouge, on a toujours ce fil conducteur. Elle questionne toujours les mêmes choses, les mêmes thématiques. On le voit pas de la même manière, mais on peut tout de suite se dire, on peut faire le lien en fait entre une œuvre où on va avoir quelque chose de collaboratif comme ça avec le spectateur, où on va avoir ce genre de choses avec, les miroirs et les sculptures, les espèces de formes très grandes, les ballons et cetera, et une room, une pièce qui vous montre l'infini avec juste, des lumières et des miroirs. Vous avez toujours le même questionnement qui s'opère. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, ce qui est intéressant de se dire, c'est que quand on observe le travail d'un artiste, globalement, toute sa vie, il est traversé par des thématiques qui lui tiennent à cœur. Et même si des fois, on a l'impression que son travail, il change de manière radicale, il y a toujours un bon fil rouge bien épais qui reste et qu'on retrouve en fait. Et même si des fois, on a l'impression que pendant une certaine période, ça s'efface un peu. Il y a toujours des périodes où ça revient après, où on y revient et
on a mis de côté, mais en même temps pas tellement. Vous voyez ce que je veux dire? On est vraiment dans une approche de quand on s'intéresse à un artiste ou quand s'intéresse à des œuvres, on est toujours dans une approche où finalement, la pensée de l'artiste, si on la saisit sur certaines choses, on peut essayer de la reporter sur d'autres. Je dis pas que ça va marcher à tous les coups, mais globalement, on est sur, des thématiques, semblables ou ce genre de choses. Je sais pas si tu as des choses à rajouter toi, Harold? Non, j'avais un petit parallèle. En fait, l'œuvre des Gommettes, ça me rappelait une version inversée de l'œuvre de. J'ai checké son nom parce que je m'en souvenais plus. Félix González Torres, La pile de bonbons dans un coin. Ah oui! Ah oui, bah, tu veux nous en Euh, parler? ouais, carrément. Je peux Donc, essayer de chercher, ouais, redis-moi son nom? euh, Félix González Torres. Alors, des piles, il en a fait plein, mais celle qui est la plus significative, c'est. Elle n'est pas nommée, mais il l'appelle souvent Portrait of Ross. Portrait of Ross. Et donc, bah, c'est un artiste qui a beaucoup travaillé avec des objets industriels reproductibles et qu'on a fait des tas ou voilà, des installations. Mais c'est toujours très signifiant. Et celui-là en particulier, donc c'est plutôt, ma foi, plutôt triste, Mmh. puisque ça correspond au poids exact que faisait son compagnon quand on lui a annoncé qu'il avait le sida. Donc en plein dans les années sida, vraiment, donc au pire moment. Et donc le principe de l'œuvre, c'est que les visiteurs peuvent prendre un bonbon. Donc au fil de la semaine de l'installation, eh bien le tas disparaît petit à petit. Et Mmh. donc ça évoque à la fois la perte de son compagnon, l'espèce de d'inéluctabilité de sa mort, et aussi le fait de la transmission, tout simplement. Mmh. Tu repars avec un petit bonbon coloré, mais en fait tous les visiteurs vont repartir avec un petit morceau et voilà, métaphoriquement en tout cas contaminé. Voilà, Félix González, qui est d'ailleurs lui-même décédé du sida à 38 ans, Mmh. pas longtemps après. Ce sont des thématiques qu'on retrouve, enfin, je pas la thématique, de la maladie, je veux dire, mais ah oui, très touchant, je connaissais pas, oui. En fait, il y a beaucoup d'artistes qui ont fait des œuvres qui à vue d'œil sont si on s'intéresse pas un peu, peuvent être un peu enfantines, peut-être un peu, je veux dire, prendre un bonbon et repartir, si on creuse pas derrière, ça peut faire sourire, vous voyez ce que je veux dire? Sans penser à mal évidemment, juste, «Ah tiens, c'est marrant cette œuvre qui disparaît» et quand vous naïve, oui, merci, Kana, il cherche il trouve mes mots à ma place ce soir, c'est compliqué. Naïve, oui et en fait, quand vous poussez un petit peu le questionnement, vous vous rendez compte que derrière, il y a des choses qui sont beaucoup plus, dures qu'il n'y paraît. Après, c'est une manière d'aborder des sujets, avec une certaine douceur, malgré la gravité du sujet. Il y a beaucoup d'artistes qui ont fait ça. En fait, ce sont des années, à partir des années 60, notamment aussi, du coup, les années 80, ce sont des années où il y a eu beaucoup de choses qui se sont revendiquées, par l'art aussi. On est vraiment dedans. Et Yayoi Kusama, elle peut aussi, pour revenir à quelque chose d'un peu plus, si on va fermer la parenthèse, maladie et voilà. Elle s'inscrit aussi beaucoup, dans le pop art et on est dans le pop art, on est quand même, dans quelque chose, de l'ordre de l'industriel, de la répétition, de l'imprimerie et tout ça. Et c'est ce qu'on peut, retrouver avec ces poids, qui sont calibrés, d'une certaine, teinte et pas d'une autre, toujours, la même pigmentation, le même diamètre, on a et le fait de vouloir, répéter le motif, c'est quelque chose de presque, même là, le fait de prendre un stickers, de coller, enfin ça peut être très, et c'est un peu de l'ordre de presque de la sérigraphie ou ce genre de choses, en fait. On est vraiment dans le geste, la gestuelle et la répétition à outrance et cetera.
Donc elle s'inscrit aussi dans le pop art pour ça. Est-ce que vous avez des commentaires à faire sur cette œuvre, sur cet artiste? Vous avez des choses à nous dire, vous? C'est déjà 1 heure qu'on blablate. Mmh. Est-ce que vous connaissiez, donc vous disiez, il y en a beaucoup qui disaient non tout à l'heure. Pas tellement, mais j'ai adoré. Bah alors, est-ce que justement, est-ce que ça vous donnerait envie de vivre l'expérience d'une des œuvres de Yayoi Kusama? Est-ce que vous seriez curieux à l'idée de vous déplacer dans l'une de ses œuvres, de tester une de ses œuvres? Est-ce que c'est quelque chose que vous aimeriez éprouver? Moi, j'adorerais. J'aurais adoré faire cette œuvre, par exemple, et la voir à multiples reprises. Je sais que beaucoup de ces œuvres ont des automates, mais je ne sais pas dans quel contexte ils interviennent. Ça, je sais pas. Enfin, beaucoup, certaines. Qu'est-ce que tu entends par là, du coup? Quel est le rôle? Est-ce qu'elle a eu d'autres obsessions dehors des poids? Oui, 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 oui. Je vais vous montrer d'autres œuvres qu'elle a pu faire. Et des miroirs. Alors globalement, ça revient toujours. Mais là, je vous ai montré des installations, mais elle a fait de la peinture notamment et du dessin. Et oui, pour Katou. On n'est pas mis beaucoup. Là, on a des... alors attendez, elle est née en 1929. Là, vous avez des dessins qu'elle a fait en 1945. Donc, elle avait quel âge? Moins de 20 ans. Justement, je me demandais l'utilité de ces automates, mais je chercherai, ça m'intéresse. Ah bah ouais, parce que moi, j'ai pas... Je sais pas ça. J'ai pas vu, j'avoue. Donc, hésite pas à nous donner l'info si c'est plus tard sur le flou du Discord ou... Moi, ça m'intéresse. Donc, elle a quand même une pratique du dessin qui est... j'ai pris qu'une seule image, mais il y en avait d'autres, qui est très académique, presque. Enfin, pas presque, Tu enfin disais, si. tu disais qu'elle vient du dessin et de la peinture et elle est quand même passée par une école plutôt académique, donc Ah oui, 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 c'est oui, oui. des c'est une approche qu'elle a aussi. Oui, tout à fait. Après, alors attends, c'était en quelle année déjà? Euh, Elle rentre à l'université municipale d'art et de métiers de Kyoto en 1948. Et là, on est en 1945. Donc là, on est dans ces dessins, on va dire, dans la période de 10 ans à je rentre à l'école pour apprendre l'art. Ensuite, elle a fait des peintures. Notamment, elle a le motif de la citrouille. On en a vu quelques-unes. On a vu des sculptures de citrouille dans une des Infinity Rooms. Elle a la citrouille qui revient tout le temps. Ça, c'est un motif qui revient perpétuellement. Et encore un calibrage des points, hein. Oui, il y a toujours un calibrage des points. Alors, c'est assez dingue parce que moi, j'avais regardé une interview et pendant son interview, elle dessine et on sent qu'elle a le regard des fois un peu lointain, etc. Alors déjà, ce qui m'a marqué, c'est qu'elle a les yeux, elle a les yeux marrons mais très foncés. Donc c'est terrible, mais moi j'ai pas pu faire autrement que de me dire c'est marrant, mais ses yeux c'est aussi des pois Mmh. parce que elle avait vraiment la couleur de ses yeux qui se confondait avec la pupille. Enfin, attendez, la rétine, la pupille, je sais plus. Je suis pas allée à l'école. Ça Je fait suis l'école de la paumée. rue. J'ai fait l'école de la rue, moi.
Citrouille, mais à pois. Ah oui, toujours, 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 toujours. On a les fleurs à pois, des sculptures, toujours avec des couleurs vives. Et ce qui est drôle, c'est que si on regarde la fleur qui est dessinée ici, l'iris, oui, oui, peut-être. La pupille, c'est le noir au centre de l'œil. Et l'iris, c'est la couleur autour. Putain, mais... Oh là 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 là. Je suis teubacks. Hein. Aujourd'hui, c'est compliqué. Mais en tout cas, voilà, elle a les yeux très sombres et du coup, ça se confond. C'est ça. Ok, merci Viva. Viva a confirmé, c'est bon. Bah, en gros, elle a les yeux vraiment très sombres et la rétine et l'iris, la pupille et l'iris se confondent. C'est assez perturbant. Et donc, ça fait vraiment... Enfin, c'est pas perturbant du tout, mais je veux dire, ça me faisait vraiment penser à ces œuvres où il y a le poids noir qui revient beaucoup. Et du coup, je me suis dit, c'est marrant parce que, en fait, même ses yeux, ce sont des poids. Voilà, c'est la remarque que je me suis faite. Et donc, si on regarde bien la fleur, bah, on retrouve la fleur, quoi. C'est la même. Oui, on dirait qu'on voit ce qu'elle voit. Oui, tout à fait. Tout à fait. Merci d'avoir lu dans mes pensées, hein. De m'avoir aidé à expliquer des choses. Ça, on a vu, ça, on a vu, ça, on a vu. On a des motifs très répétitifs, toujours avec des pois, et on discerne toujours la fleur. Alors vous ne devez pas voir, mais c'est un peu mieux. Ça pète les yeux, je suis désolée. Mais vous voyez la ligne qui redessine un peu la fleur. On dirait des petites boîtes de pétri. Je sais pas si tu vois les cultures de bactéries Ah oui, qui font des tâches comme ça, ou des ouais. moisissures. Je suis obligée de l'enlever parce que ça me pète les yeux. Je suis désolée. Vous avez toujours des peintures. On dirait que ça bouge. Oui, ça fait des effets d'optique un peu, des illusions d'optique. Vous avez des peintures avec toujours des pois. Et là, si je dis pas de bêtises, le blanc pour moi, c'est la toile. Donc elle a fait, en gros, elle a peint autour des pois, quoi. Et ça reprend aussi quelque chose qui revient beaucoup dans son travail. C'est vrai que là, on ne l'a pas vu, mais c'est le filet. L'espèce de filet, vous voyez, comme on peut le voir là sur cette peinture, l'espèce de tissage avec des trous à l'intérieur. Ça, c'est quelque chose qui revient beaucoup dans son œuvre aussi. Ça fait partie de ses obsessions. Regardez ses yeux. C'est un peu flou, mais vous voyez ce que je veux dire? Elle a vraiment deux points noirs entourés de blanc, quoi. Son œil, c'est vraiment des points noirs sur du blanc. Avec ses peintures autour d'elle. Et toujours elle a un look démentiel. Elle est vraiment, elle est elle-même devenue l'une de ses œuvres, en fait. C'est ce qu'elle disait, en fait. C'est aussi un outil de communication, son Oui. apparence. Ah bah oui, Et oui, elle oui. s'est beaucoup basée là-dessus, et elle a bien raison pour exister et pour faire sa promo. D'ailleurs, elle a eu un passage où elle n'était plus, on n'entendait plus du tout parler d'elle. Elle est complètement, elle s'est complètement invisibilisée. Et elle est revenue il y a pas si longtemps que ça, il y a quelques années. Pardon, j'ai pas vu ton message. C'est drôle que tu dis ça parce que sur le site du Guggenheim de Bilbao, quand on passe le curseur sur ses œuvres, il y a un zoom lent. C'est très perturbant.
je vous passe le texte. Ah oui, oh dis donc. Ah bah ça va nous permettre de voir d'autres œuvres d'elle que j'ai pas pu. Ça doit être un autoportrait, oui. Ah oui, c'est très perturbant. Naise. Ah, elle nous fonce dessus. L'infini. Ça pète les yeux, hein. Transmigration. 4 panneaux. C'est beau, hein. Ça pète les yeux, mais c'est beau, hein. L'accumulation. Les phallus. Vous me dites, en regardant le site chez vous, vous me dites s'il y a un truc à pas montrer, hein. Moi, je vous fais confiance, mais elle a fait beaucoup. Donc, elle a eu une période où elle dessinait des poids sur des corps nus. Je reviens dans 2 minutes, faut absolument que j'aille aux toilettes, je vais me faire dessus. Bah vas-y, va te faire dessus. J'arrive. Je vais me faire dessus, je reviens. Pas sur le canapé, par contre, c'est dur à nettoyer le canapé. Biocosme. Donc voilà, la Pupkin qui revient. Tout est montrable. Ok, merci. Mort, ok. La mort d'un air. Ok. Toujours des poids, hein. Et juste après, on a la force de la vie. La salle des miroirs de l'infini. Donc là, c'est avec les couleurs différentes, comme nous le disait tout à l'heure Viva. Alors, verre miroitant, bois, système d'éclairage, LED, métal et panneaux acryliques. C'est vrai que je vous ai pas mis le titre des œuvres, mais alors. Ah, j'arrête pas de rôter, mais quel enfer! C'est une plaie absolue de retrouver les œuvres, le nom des œuvres, parce que il faut se dire que quand les gens parlent d'art contemporain, souvent ils ne sourcent pas. Ils ne mettent pas le nom de l'œuvre et tout ça. Là, c'est vraiment parce que c'est le Guggenheim et que voilà. Mais jamais vous avez ça. Jamais vous avez ce genre d'informations. Et puis parfois, les titres, ça influence l'interprétation personnelle. Et on n'a qu'un seul quand on a et on n'a qu'un seul point de vue. Oui, c'est sûr. La salle des miroirs de l'infini, des vœux de bonheur pour les êtres humains au-delà de l'univers. Ouais, mais si on regarde toute la conversation qu'on a pu avoir, si on regarde toute la conversation qu'on a pu avoir tout à l'heure sur la place de l'humain dans l'espèce de décor qui l'entoure, de sa place dans l'univers, etc., le titre, il est très cohérent. En fait, il y a eu toute une période où on entendait moins parler d'elle. Elle s'était complètement effacée du milieu artistique, sans s'arrêter de produire de son côté, mais elle s'était complètement effacée. Et il y a eu une rétrospective de son travail, et c'est ce qui l'a relancée. On a visé juste. Après, moi, je vous ai aussi raconté ce que l'artiste en elle-même, elle dit, hein. Je ne fais que passer les informations, hein. Je ne fais que passer les informations. Mais je pense que c'est des choses, en fait. Bon, c'est vrai que si vous lisez pas le cartel, parfois vous n'avez pas forcément les billes. Mais en fait, si vous comprenez, si vous arrivez à piger un peu le sens profond de l'une de ces œuvres, vous allez
forcément réussir à le remettre sur plein d'autres choses. J'en suis intimement convaincue. Ok. Moi, je vais vous montrer ce à quoi ça me fait penser. C'est toujours ma partie préférée. Et Asvold, il va vous montrer ce à quoi lui, ça lui fait penser. Alors, moi, ça m'a fait penser à cette œuvre de Pénélope Ombrico, qui a fait une accumulation, on voit pas très bien, mais j'ai un détail après, la photo est un peu floue en plus, qui a fait une espèce d'accumulation. Donc elle a travaillé plutôt dans l'art, elle travaille plutôt dans l'art numérique, ça date de 2015. Et en gros, donc ça s'appelle 28 534 323 soleil from sunset from Flickr. Flickr, je sais pas comment on dit. Flickr, c'est un... Flickr, je sais pas comment on dit, je suis désolée. C'est un site, un réseau social pour les photographes, amateurs, professionnels, où vous pouvez partager vos photos. Et donc, elle a recensé tous les soleils de coucher de soleil qu'elle a trouvés sur ce site. Et elle les a mis tous bout à bout pour en faire une espèce de grande toile orangée de coucher de soleil. J'extrapole en disant que ça me refait penser à vraiment, même dans le thème, à Yayoi Kusama, parce que il y a ce côté de l'infinité, de l'uniformisation, et en même temps de chaque soleil est une photo d'un individu. Oui, c'est vrai. Donc je trouve ça assez intéressant. C'était ce rapport entre le personnel et l'infini qui est toujours là, qui est rigolo. Tout à fait. Donc ça, c'est la première chose à quoi ça m'a fait penser. Hop. Et en plus, on est des individus aussi dans un infini qui est Internet. Puisque toutes ces images, elles sont noyées dans une masse de données qu'elle a été recherchée. Mais en soi, les images, elles sont véritablement, pour le coup, noyées. Donc on est des individus, mais en même temps, on est toujours aussi bien dans une masse infinie qui est même pas forcément palpable, et plutôt immatérielle à nos yeux. Donc ça repose encore d'autres questions, quoi. Il y a également Daniel Buren qui, pour la Monumenta de 2012, a fait... donc la photo est petite, hein. A fait cette œuvre. J'ai pas le nom, je viens de me rendre compte. J'ai pas le nom, je suis désolée. Je l'ai pas noté. Attendez, je vais regarder. Donc il a fait cette œuvre monumentale qui était au Petit Palais, au Grand Palais, pas au Petit, au Grand Palais, pas Ballet, Palais, c'est mieux. Le ballet, c'est pas la même chose. Je sais pas c'est quoi le nom de cette œuvre. Et donc il a fait ces espèces de grands cercles en plexiglas colorés. Donc quand on regarde vu du dessus, on a cette espèce de mare de nénuphar là. Ça s'appelle Excentrique en fait. Le titre était là, je n'avais pas... Excentrique, et c'est un travail in situ, donc ça veut dire qu'il a été fait pour le lieu. Quand on est donc vu du dessus, on a cette espèce d'aplat de couleurs qui se fait, qui est par lequel, avec les reflets de la lumière et de la verrière au-dessus, etc. Et quand vous êtes dessous, vous êtes sous des espèces de... Mais les photos, elles sont dégueulasses, hein. Qualité immonde. Vous êtes sous des espèces comme des grands... Moi, ça me fait penser à des parapluies, je sais pas pourquoi. Mais vous avez la lumière qui filtre et vous avez les ronds colorés qui se reportent du coup au sol. Et vous vous promenez comme ça sur cette grande zone très colorée, très lumineuse.
Donc ça, c'est Daniel Buren. Si vous connaissez peut-être les colonnes de Buren, si vous connaissez pas, je vous laisse regarder. Les colonnes de Buren à Paris. Peut-être que ça vous parlera. Et en dernière artiste, on a cette œuvre, hop, de Felice Varini, qui est, je sais plus où est-ce qu'elle est prise, mais je sais que c'est dans le prochain titre, mais je vous mets pas le prochain titre tout de suite, enfin je vous mets pas la deuxième image tout de suite. Ah, Daniel Buren, je connais, oui, il est assez connu. Il a fait des colonnes dans la ville de mes parents aussi, ouais. C'est un artiste qui est quand même assez connu. Et donc, eh bien, donc là, vous avez Felice Varini. Et Felice Varini, c'est un artiste très intéressant aussi, qui travaille avec le point de vue et aussi la perspective et les couleurs. Et là, en plus, j'ai même pas fait gaffe, enfin, pour le coup, j'ai même pas fait exprès, mais on a encore des cercles. On a encore des cercles dans son œuvre. Donc en gros, c'est un peu bizarre parce qu'on a l'impression que c'est une photographie sur laquelle on a peint. Que nenni. Que nenni. Que nenni. C'est un lieu dans lequel il a peint. Et en gros, si vous voulez voir, si vous vous promenez dans le lieu, vous allez avoir des espèces de peintures faites un peu partout, des taches de peinture un peu partout. Et vous avez un endroit dans ce lieu où vous devez vous placer, un seul et unique endroit. Et cet endroit, c'est l'œil, c'est là où s'est placé l'artiste pour savoir où est-ce qu'il allait mettre son œuvre. Donc c'est un seul point de vue. Et quand vous vous placez à cet endroit, vous avez ceci devant vous. Ça écrase complètement les perspectives de la pièce. Mais bah oui, là, du coup, il a peint sur cette zone, et ensuite il a peint sur cette zone, et après il a peint sur le mur, aussi sur ce mur-là. Et tout ça, c'est une accumulation de formes étirées pour en arriver à une forme, pour le coup, très, très plate quand on est sur le point de vue central. Donc voilà. Je creuse pas plus que ça sur ces artistes-là parce que je me dis que ce sont des artistes qu'on peut aborder un jour. Et ce qui est intéressant pour moi aussi, c'est de me dire, eh bien, peut-être que un jour on va, c'est fort probable qu'un jour on travaille. Je vous propose Felice Varini, et ça serait intéressant de se dire, bah, tiens, au fait, on a parlé de cet artiste, et c'était quand on a vu Yaiwa Kusama, et c'est vrai qu'on peut refaire le lien dans l'autre sens aussi. On peut peut-être parler du travail de Yaiwa Kusama quand on aborde Felice Varini sur certains points. Et parfois, ça peut vous paraître dérisoire, mais on peut faire des parallèles comme ça. Donc voilà, 3 artistes très différents que moi je rattache à ce qu'on a pu voir de Yaiwa Kusama. Asvold, est-ce que tu veux nous parler de toi, ce que tu voulais nous parler? Oui, alors, tu peux ouvrir tout de suite le dossier. Oui, c'est fait. Moi, quand tu m'as parlé de Yayoi Kusama et de son œuvre, et quand je me suis, enfin, qu'on on en a parlé et que je me suis un petit peu renseigné, j'ai tout de suite pensé à quelque chose. J'ai pensé à parce qu'on parlait d'hallucination, j'ai Mhm. pensé à un phénomène que je connais, hélas, un peu trop bien. Je parle des migraines avec aura, anciennement nommées migraines ophtalmiques. Alors, qu'est-ce que c'est les migraines avec aura? Eh bien, c'est un type de migraine. On parle plus de migraine ophtalmique parce qu'en fait, c'est pas une migraine distincte. Euh, Qu'est-ce que c'est qu'une migraine? C'est bah, ce fameux mal de tête violent persistant. Et c'est au moins un ou deux, je sais plus, symptômes en plus. Donc moi, en fait, j'ai la chance de ne pas avoir les pires, puisque dans les symptômes, il y a une confusion verbale, c'est-à-dire être quasiment incapable de parler, des vertiges, des vomissements, des fièvres. Et moi, j'ai la partie fatigue, bien sûr le mal de tête, et j'ai la partie aura visuelle, qui est donc
une forme qui va grossir progressivement et envahir le champ de vision, se superposer au champ de vision et faire quasiment disparaître le champ de vision. On peut ouvrir celle du milieu, tiens, l'image du milieu. Ces premières images, ça, ce sont des images qui viennent de revues médicales. Donc l'image du milieu, c'est de quelqu'un qui s'appelle, j'ai oublié son nom et il doit être noté en haut. Est-ce que tu Joseph peux me le lire? Babinski. Merci, Babinski, qui est un des précurseurs de la neurologie et donc qui a un des premiers à parler de ce phénomène et à le documenter. Donc là, on voit la forme qu'ont tendance à prendre ces migraines sur le champ de vision, c'est-à-dire une espèce de cercle ou un espèce de croissant qui envahit. Est-ce qu'on peut aller vers la droite pour voir à quoi ça peut ressembler? Alors, c'est très compliqué de dessiner ou de représenter ces migraines puisqu'elles sont très étranges et très changeantes. Donc ça a une forme crénelée, souvent, un petit peu comme ça, un petit peu cisaillée, et les bords ont tendance à être multicolores. Le problème, c'est qu'on ne peut pas les représenter par peinture parce qu'elles bougent. C'est un petit peu comme, vous avez sans doute déjà fait ça dans l'enfance ou même plus tard, quand vous appuyez votre doigt sur votre œil à travers la paupière. Vous voyez des espèces de damiers ou d'arc-en-ciel qui vibrent. Et ben c'est un peu ça qui va envahir le champ de vision. N'allez pas Est-ce vous qu'on peut aller crever un sur œil. la... Par pitié, n'allez pas vous crever un Non, œil. vous exercez juste une légère pression. Est-ce qu'on peut voir la première? Ça, c'est issue d'une revue médicale. Et c'est la peinture d'un patient qui est nommé dans le titre. Le titre est très long, je te laisserai le lire parce que là, je ne l'ai pas sous les yeux. Central Disorders of Vision in Humans, et c'est C. Girkin, Neil Miller, artiste William Dean Mosher. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut zoomer sur l'image? Donc là, c'est une représentation de quelqu'un qui expérimente des migraines ophtalmiques. Et on voit bien l'apparition qui commence par un point et qui va tendance à faire un espèce d'arc de cercle qui J'aimerais, s'étend. mais je peux pas. Tu peux pas? Ah mince. Bon, bah vous le voyez de loin. Euh, donc un arc de cercle qui s'étend et qui va prendre progressivement tout le champ de vision et donc qui en plus bouge et vibre. On parlait tout à l'heure des illusions d'optique et notamment ces fameuses illusions où une espèce d'image, hein, un quadrillage en noir et blanc que vous fixez et qui bouge, et ben c'est un peu comme ça. C'est un peu un truc comme ça, multicolore, qui se superpose à votre champ de vision. Pourquoi je vous parle de tout ça? Parce qu'il y a une artiste qui m'intéressait. Comme d'habitude, j'ai pris un vieux truc, puisque c'est une artiste qui est née, je crois, en l'an 1066, un truc comme ça, si je dis pas de bêtises. Tu as mis dans le... Ah oui, artiste, j'avais pas vu. Oui, c'est dans l'artiste. Et donc, qui a sans doute, parce qu'on ne sait pas, qui a sans doute expérimenté des migraines ophtalmiques. Cet artiste s'appelle Hildegard de Bingen. Donc c'est une moniale. On peut ouvrir le deuxième, par exemple. Une moniale, elle a fait beaucoup de choses, puisque voilà, dans sa carte de visite, on va dire, on a à la fois une espèce de devineresse voyante, poétesse, moniale. Donc c'est quelqu'un qui a beaucoup de casquettes, qui a fait beaucoup de choses. Toutes les enluminures sont faites elle-même. Et elle a été canonisée, je crois, par l'Église un petit peu plus tard. Et donc, Hildegard, elle décrit des visions à partir de l'âge de 10 ans. C'est exactement le même âge qu'Yayoi Kusama. Et on ne sait pas vraiment ce que c'est. Elle voyait ça comme des signes divins, puisque c'est quelqu'un qui a grandi dans une éducation très religieuse et une époque très religieuse. Donc elle voyait ça comme des visions divines et a fait tourner sa vie autour de ça. Mais à la description de ces visions, elle parle de phénomènes de lumière intense, et de plein de trucs comme ça qui ont l'air de corréler avec le syndrome de migraine ophtalmique. Cet enluminure, c'est peut-être le plus parlant, puisqu'on retrouve ces motifs de créneaux qu'on retrouvait sur les images précédentes, et cette espèce de motif de demi-cercle avec ou de croissant un peu plus épaté. Et donc ça, c'est l'ouvrage qu'elle a consacré à ses visions et à sa vision mystique de tout ça. On peut passer sur la prochaine. Donc on a à peu près J'ai un petit décalage, donc je sais pas ce que... Je suis à la prochaine où elle a une espèce de cuvette sur les genoux.
Elle a une cuvette sur les genoux. Oui, et donc là, c'est une représentation qu'elle a fait d'elle-même de ses visions. Donc on voit cette espèce de, de Ah, filament, les espèces de tentacules là de au-dessus de sa tête. radiation de tentacules, ouais, c'est ça, au-dessus de sa tête, qui décrivent des visions, mais qui, pour moi aussi, ont l'air de décrire un peu ce qui ressemble à une migraine. Et la petite cuvette qu'elle a, comme tu dis, sur Pour ses genoux, vomir. c'est pas du tout pour vomir. C'est une tablette, sans doute de Oui, cire ou d'argile, oui, oui, oui. pour prendre ses notes. Et peut-être qu'elle avait aussi envie de vomir. L'histoire ne le dit pas. Et la prochaine, c'est juste une illustration, enfin une image aussi de cet ouvrage qui décrit ses visions, Hmm. où on retrouve encore une fois, peut-être un peu moins clair, mais elle a dans son œuvre une notion d'un truc avec les cercles concentriques, avec des espèces de motifs d'étoiles qui ont l'air encore une fois, de décrire ce que voient les gens qui sont Ouais. témoins de migraine ophtalmique. Et, euh, et voilà, donc Moi, je vois une on peut sucette. voir. Je, oui, c'est aussi l'inventrice des sucettes. Voilà. Non, tu sais, il y a le... Quelque il y chose que a- l'histoire le dit un peu moins. Non, mais regarde, ça fait le rond jaune et bleu. Oui, je vois, je Et il y vois, a le je vois. bâtonnet en bois. Ouais, je vois tout ce que tu décris, y a pas de souci. Et donc les migraines ophtalmiques, c'est la description et la catégorisation, c'est assez récent. Mhm. Il y a plein de suppositions de plein d'artistes. Est-ce que Munch avait des migraines ophtalmiques? Est-ce Ah que oui, Van ok. Gogh avait des migraines ophtalmiques? Le problème, c'est qu'on n'en sait foutrement rien. Van Elle, c'est Gogh, celle pour sûr, qui... ouais, il y avait enfin, pas un problème. Pour sûr, il y avait une maladie. oui, oui, oui. Mais Désolée, Van Gogh, pour moi, évidemment, c'est un les peu maladies. plus que Ne me faites une, pas dire une, ce que je neuro- n'ai pas dit, hein. une neuroatypie, en tout cas. Voilà, ouais. Il y en a pas mal qui pensent aussi schizophrénie pour Van Gogh. Enfin, il y Oui, a je pense plein de qu'il y pistes. avait. Oui, la C'est forcément de schizophrénie, c'est ce qui la revient le spéculation. plus. C'est forcément de la spéculation. Mm. Euh, En tout cas, elle, c'est la première qui m'est venue à l'esprit parce que c'est celle qui, comme elle est poétesse, qu'elle a beaucoup écrit sur ses visions, c'est celle où on peut le plus spéculer parce que c'est Mhm. le plus clair. C'est peut-être pas le cas. Et ça, donc c'est Chérico. Même chose, un artiste dont on a dit qu'il avait peut-être des migraines ophtalmiques, on n'en sait rien. C'est l'exemple que je trouvais le plus intéressant Ouais, parmi les artistes spéculatifs, parce que on a deux symptômes de la migraine ophtalmique, à savoir la tache sur le champ de vision, qui là ouais, prend la forme d'un cavalier, et cette espèce de crénelure, ouais. de zigzag, qui est très très caractéristique des migraines ophtalmiques, et qui là forme la forme du cavalier. Peut-être que c'est un hasard, peut-être pas, ça on saura jamais. Mais en tout cas, je trouvais ça intéressant comme représentation visuelle du phénomène. Ok, mais c'est très intéressant. C'est Voilà. très, très, très intéressant. Et la tache qui grandit suite à une migraine ophtalmique, on ne la considère pas comme une hallucination. Aussi, c'est la douleur qui fait déconner la vision. Alors, le pourquoi, c'est compliqué, je suis pas neurologue et même les neurologues ne sont pas giga, voilà. Visiblement, c'est un genre de court-circuit de la vision. Oh no. C'est-à-dire que c'est une surcharge d'informations et ça fait court-circuiter, ça fait péter un plomb au nerf et ça se répercute ensuite dans tout le système nerveux. Donc ça serait ça l'origine. Si je parle d'un point de vue personnel, ça m'arrive souvent dans des périodes de grand stress, Mm. de grande fatigue et de grande stimulation visuelle. Particulièrement si, typiquement, si vous me braquez une torche dans les yeux, j'ai une Ouais. chance d'avoir une migraine ophtalmique qui se déclenche. Voilà, son côté surcharge d'informations. Et si techniquement c'est une hallucination, puisque c'est ton cerveau qui interprète quelque chose qui n'est pas là. Mais je veux dire, pour moi, c'est pas effrayant une migraine ophtalmique. C'est plus saoulant qu'autre chose quand je me réveille, Mm. que je regarde par la fenêtre et que je vois Oui, le truc arriver et je me dis, bon, c'est prévisible, et disons. globalement, tu vas dormir et ça disparaît, quoi. Enfin, Alors oui, ça disparaît. c'est plus difficile que ça, mais je veux dire, Ouais, c'est pas comme une hallucination où tu vas, comment dire, tu la subis mm, plus et peut-être de ouais. manière plus, sans forcément la voir venir, je sais pas trop. Mm. Je parle sans Oui, connaître, alors mais en fait, ce qui est peu effrayant avec la migraine ophtalmique, c'est que tu la vois arriver et c'est très prévisible. Je mm, sais combien de temps le phénomène visuel va durer. Et en fait, le phénomène visuel, je suis pas le seul, c'est comme beaucoup de migraines ont ça, c'est la prélude à la vraie migraine derrière.
Donc je sais que quand je commence à voir ce phénomène, j'en ai pour 30-40 minutes de pas de vision. Et après, je vais avoir les effets qui, pour moi, sont pires, qui est la fatigue, les douleurs et globalement le sentiment d'épuisement qui va me durer sur quelques jours et voire une semaine et les phénomènes visuels vont se répéter. Mais c'est très prévisible. Je peux Mm. quasiment chronométrer tout ce qui va se passer. Ce qui n'est pas le cas des hallucinations qui viennent de d'autres neuroatypies et Oui. d'autres maladies où on ne sait pas ce qui va se passer, on ne sait pas ce qui va arriver. Et ça peut être visuel, auditif, tout ça. Et c'est plus pénible à gérer. Mais oui, mais c'est souvent, c'est souvent que Asvold, quand il a une migraine ophtalmique, me dit: «OK, je vais m'enfermer dans le noir et bye bye». Des fois, ça passe et des fois, malheureusement, ça passe pas, quoi. Et j'ai au moins un mode d'emploi, quoi, de Mmh. douche chaude, ibuprofène, dans le noir, et puis ça me permet Bye bye, quoi. de Puis ça part. supporter. Et bye bye. Par contre, oui, j'annule la journée, quoi. Oui, ouais, globalement. C'est un peu naze. Et les journées à venir. Et j'en ai marre. Et Ouais. globalement, il y a une semaine qui saute en mode: «OK, on fait plus rien, ça sert à rien». Oui. C'est les règles d'Asvold. Voilà, on a chacun notre pépin. C'est ça. Elles sont moins régulières, donc c'est Ouais. moins pénible que vous. Ouais. Elle est très belle, cette image, en tout cas. Ouais. Ouais, c'est chouette, Chirico. Mmh. C'est intéressant. Je pense que ça clôture une nouvelle fois, notre épisode de, Jamais trop tard. J'espère que ça vous a plu. C'était trop bien, J'espère comme d'habitude. que vous avez aimé. J'ai adoré, moi, hein. J'adore, Jamais trop tard, j'adore vous parler d'art. Alors peut-être que c'est pas très approfondi, ça pourrait être plus approfondi, gna gna gna. Mais écoutez, moi j'aime comme ça, j'aime pas quand c'est, assommant ou barbant ou quoi, et j'aime bien quand on discute juste comme ça. Oui, c'était trop cool, c'était grave cool, beaucoup aimé, bon, trop bien. Prochain épisode le 5 avril, dimanche 5 avril.